188 kilos de cocaïne saisis au large de la Guadeloupe. La marchandise se trouvait à bord d'un voilier en provenance de l'Amérique du Sud. Les premières précisions sur cette grosse prise avec nos confrères d'ATV Martinique. 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, célébrée à Paris. Le président François Hollande en a profité pour annoncer la création d'une fondation inédite sur la mémoire de la traite négrière, une annonce qui n'a pas du tout plu à Victorin Lurel. Et comment manger équilibré et à petit prix? La Banque alimentaire organise des formations un peu partout en Guadeloupe. Vous entendrez les conseils des spécialistes de la nutrition et de la santé sur le sujet. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ce mardi 10 mai célébrait la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette année, le président de la République a présidé cette cérémonie dans les jardins du Luxembourg à Paris, en présence d'un invité de prestige, le pasteur américain Jesse Jackson, grande figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il a également annoncé la création d'une fondation inédite sur la mémoire de la traite négrière, une annonce qui n'a pas du tout plu au fondateur du Memorial Act, Victorin Lurel, Éric Dupuis, Yvan Forestier d'ATV Paris. C'est un président presque en campagne qui s'est présenté au jardin du Luxembourg. Devant de jeunes collégiens, plusieurs membres du gouvernement, des officiels et des personnalités de la société civile, François Hollande a tout d'abord rappelé son engagement sur la cause mémorielle. Comme président de la République, j'ai voulu, depuis 2012, par ma présence, signifier l'attachement que la République porte à cette loi et à cette cérémonie. Puis pour cette dernière commémoration de ce quinquennat, le président a annoncé la création d'une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage. Cette fondation réfléchira avec la mairie de Paris à l'édification d'un mémorial aux esclaves et d'un lieu muséographique. Ce projet était souhaité par plusieurs associations communautaires franciliennes. Pourtant, certains y voient une concurrence directe avec le Memorial Act de Pointe-à-Pitre. J'avais la faiblesse de croire que la Guadeloupe c'était aussi la République et c'est aussi une partie de la nation et que le Memorial Act pouvait tenir lieu de musée national. Mais au-delà de cette annonce, la véritable star du jour c'était Jesse Jackson, le révérend américain ovationné lors de son discours au Luxembourg. L'icône est venue à Paris évoquer les luttes d'inégalité qui se poursuivent 168 ans après l'abolition de l'esclavage en France. Il reste encore des choses à faire. Nous avons été plus longtemps esclaves que libres. Partant de ce principe, c'est à nous que l'on doit quelque chose et non l'inverse. À Paris, 2 sculptures et une stèle rendent hommage aux victimes de l'esclavage. Le seul musée mémoriel dédié de l'Hexagone a été inauguré à Nantes en 2012. Et cette journée, célébrée depuis 10 ans maintenant en France hexagonale, marqua aussi le 15e anniversaire de la reconnaissance par la loi française de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le saviez-vous? Nathalie Dinan et Patrick Curie vous ont posé la question. Mais bon, je sais pas. Non? Je sais pas. Dites-moi. L'inauguration du MACT, la journée contre l'esclavage en France. Ah ouais, effectivement. Mais bon. Le 10 mai, oui. L'esclavage. Où ça? C'est partout en métropole en Guadeloupe. À cause de notre ministre Paul Angevin qui a fait ça. 10 mai, pas l'ascension, non. C'est que ce qui se passe le 10 mai. Là, ça va pas au courant pour ouvrir calendrier, mais pour ça. Une journée comme tous les autres. Bon, il n'y a rien de particulier ce jour-là? Quoi? L'abolition de l'esclavage en France. En France? Oui. En Guadeloupe? Non. Pas l'abolition de l'esclavage, non? Oh là. Voilà, en Guadeloupe, partout. Guyane, Martinique, je sais pas. L'abolition de l'esclavage. Mais c'est bien. Oui, vous Comment avez vous vu un savez peu ça? Ah, c'est mon petit moi qui me l'a dit. Non, c'est parce que sur la métropole, on est obligé de mettre les drapeaux français du 8 au 10 mai. Ça, c'est l'abolition de l'esclavage. Nègre, t'es grand nègre. Il y a des nègres, petits nègres. Ils ont 10 jours après, un nègre qui a revu grand nègre. Rien de particulier? Non. Je ne comprends pas qu'il y ait plusieurs dates, que ce soit en Guyane, en Martinique ou en Guadeloupe, qu'on n'ait pas tous la même journée et qu'elle ne soit pas aussi communiquée en métropole. À l'heure actuelle, ça serait bien d'unifier, d'avoir une seule date pour la commémoration pour tout le monde. Je pense que ça serait une bonne idée. Le 10 mai, alors c'est la fête de l'abolition de l'esclavage et l'élection de Mitterrand, 81.
Après des mois de mise en service, le premier restaurant de l'enseigne Quick situé au Gosier a été inauguré ce matin. Pour recruter son personnel, la société a eu recours à la méthode de recrutement par simulation mise en place par Pôle emploi. Stéphane Jules, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint de Pôle emploi. Alors, ce matin, ces 46 jeunes ont été recrutés par cette méthode, par le biais de Pôle emploi. On regarde d'abord le reportage de Linda Kayarsi. On reviendra vers vous après. Très bien. Bonjour. En route pour une journée. On va regarder si tout est en ordre dans le restaurant. Faire le réassort. Gladys a décidé de faire un virage professionnel à 360 degrés. Depuis plusieurs mois, elle a délaissé l'activité de service à la personne pour occuper un poste d'équipière polyvalente de restauration rapide. Comme là, on regarde s'il y a toutes les sauces, les pailles, afin de tout avoir à disposition dès que le client est là pour les servir, pour qu'il soit satisfait au plus rapidement possible. Ça change, mais en même temps non, car en fait, on reste toujours, on fait la nourriture, on nettoie, on fait le rangement, on essaie de faire plaisir aux clients, donc ça reste aussi des personnes humaines comme tout le monde, comme les personnes âgées. Salut Abby, ça va? Oui. En route pour une journée aujourd'hui? J'ai bien en stress. Là, je me suis occupée de tout ce qui est réassort. Là, je vais mettre ma Charlotte et voir tout ce qui manque. Je fais ça tout à l'heure. Abigail, titulaire d'un BTS assistante de gestion, a décidé quant à elle de poursuivre dans cette voie. Et avec cette nouvelle opportunité professionnelle, elle ne manque pas d'ambition. Alors Abigail, quel est ton rôle ici? Alors ici, je prépare les burgers. Enfin, je contribue à la préparation. Donc il faut vérifier qu'on a tous les produits, les pâtis, c'est-à-dire les steaks, tout ce qu'il faut, les produits juste ici, les pains, les boîtes. Futur manager, vous serez destiné à ce poste? Ben, en fait, oui, c'est mon but. Dans toutes les structures que j'ai travaillé, en fait, mon objectif a toujours été d'évoluer. Donc, mon but ici, c'est d'évoluer encore une fois. Pour moi, travailler ici, c'est vraiment concrétiser ma passion. Ici, la plupart des employés recrutés, 46, ont bénéficié de la MRS, la méthode de recrutement par simulation. De façon concrète, en fait, avec l'entreprise, on établit des ateliers qui vont être réalisés avec les demandeurs d'emploi pour savoir s'ils répondent oui ou non aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, on ne regarde pas le diplôme, on se dit est-ce que la personne aujourd'hui sait répondre aux besoins très opérationnels de l'entreprise. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont adhéré à ce dispositif. Chez Quick, c'est une véritable plus-value. Notre ambition, en fait, c'est de faire travailler nos compatriotes, mes compatriotes, des jeunes en majorité, puisque ce sont des emplois jeunes, et des gens moins jeunes pour encadrer nos compatriotes. Ce sont des contrats en CDI, nous ne faisons pas de CDD, hormis les vacances scolaires, en CDI, hebdomadaires de 24 heures, soit 104 heures mensuelles. En attendant, le restaurant rapide envisage d'ouvrir une deuxième enseigne, avec à la clé une 50aine d'emplois. Stéphane Jules, on l'a vu dans le reportage, ces jeunes ont été recrutés non sur leur diplôme, mais sur leur capacité à répondre aux besoins de l'entreprise. Est-ce que ça marche en Guadeloupe? Alors on vient de le voir, c'est une preuve vivante, on va dire, du fait effectivement ça marche. En 2015, c'est plus de 1000 personnes qui ont été testées avec la méthode de recrutement par simulation pour plus de 200 embauches sur la Guadeloupe. Donc ça marche. L'important, c'est effectivement d'être dans le concret de l'action et c'est en lien avec les créations d'entreprises. Comment vous évaluez justement les capacités d'un candidat à répondre aux besoins d'une entreprise? Comment ça se passe? Alors, très concrètement, le travail se fait d'abord avec l'entreprise. Puisqu'avec l'entreprise, on va définir quel type d'atelier, quel type d'habileté, puisqu'on est sur les habiletés, on dépasse le diplôme, quel type d'habileté on va réaliser pour cet emploi-là. Là, on vient de le voir, c'est effectivement, il y a une question d'hygiène, il y a une question d'organisation, donc il va y avoir des exercices en lien avec ça qui vont être validés avec l'entreprise, et derrière, les demandeurs d'emploi qui souhaitent se positionner sur ces métiers vont pouvoir le faire et réaliser ces exercices, être validés ou non par rapport aux besoins de l'entreprise. Alors, à terme, on pourrait imaginer que de nombreux jeunes, peu ou pas qualifiés, pourraient accéder enfin à un emploi. Est-ce que cette méthode peut se substituer au CV? Alors, c'est vraiment qui lui valorise le diplôme? Tout à fait, c'est une méthode complémentaire.
Vous venez de le dire, effectivement, ce n'est pas que pour les personnes peu ou pas qualifiées, puisqu'il y a des endroits où ça se réalise, où on est dans le travail sur la carte à puce, par exemple, avec des personnes aujourd'hui qui ont des habiletés sur la réalisation de maquettes. Donc c'est vraiment l'idée de dépasser cela. Après, c'est au moment où l'entreprise travaille avec Pôle emploi qu'on définit le type d'exercice et que l'on voit effectivement si c'est réalisable. On a aujourd'hui un certain nombre de batteries d'exercices sur lesquels on peut s'appuyer, sur la grande distribution ou sur la restauration. Et derrière, des fois, on crée, les équipes aujourd'hui en Guadeloupe, créent aussi des ateliers et des exercices pour les personnes et les entreprises associées. Alors, comment ça se passe avec les entreprises? Vous prenez contact avec elles ou c'est elles qui vous, finalement, vous appellent? On a besoin de telle personne. Est-ce que vous vous occupez du recrutement? Les deux, puisqu'aujourd'hui, effectivement, en Guadeloupe, on a mis en place 35 personnes qui accompagnent les entreprises. Donc, soit les entreprises aujourd'hui prennent contact avec ces conseillers qui sont dédiés aux entreprises, soit vont dans les agences où ils rencontreront aussi ces conseillers dédiés à l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment que toutes les entreprises de Guadeloupe connaissent cette méthode. Le directeur régional de Quick l'a dit. L'objectif aussi, c'est que ça bénéficie aux Guadeloupéens, jeunes, mais aussi, ça a été abordé dans le reportage, aussi parfois seniors. Quel est le rôle à ce moment-là du conseiller? Puisque normalement, les personnes en situation de chômage sont censées être suivies par des conseillers. Alors, aujourd'hui, à Pôle emploi, il y a des conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Il y a des conseillers qui s'occupent aussi de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et il y a des conseillers qui sont là aujourd'hui pour accompagner l'entreprise, c'est-à-dire pour faire le lien vraiment entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. On le voit dans la mise en œuvre du pacte pour l'emploi des jeunes en Guadeloupe, où effectivement un travail partenarial entre le conseil régional, le conseil départemental d'État et le MEDEF fait qu'aujourd'hui on répond aux besoins des entreprises. La clé, c'est la personnalisation de l'action, c'est-à-dire vraiment on doit répondre aux besoins de l'entreprise X et pas aux besoins de toutes les entreprises parce que les besoins sont différents. L'idée, c'est vraiment que l'entreprise aujourd'hui ait un interlocuteur identifié à Pôle emploi. Alors, les jeunes sont fortement touchés par le chômage, mais les seniors également. Est-ce que ça marche avec les seniors ? Ça marche avec toute la population aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des habiletés qui sont plus ou moins maîtrisées par les jeunes ou les seniors. Après, effectivement, quand on construit son projet professionnel, un senior, l'important aujourd'hui, et c'est ce sur quoi on travaille dans nos agences, c'est comment on fait pour valoriser son expérience, que son expérience soit un atout pour l'entreprise. Et notamment, y compris dans la méthode de recrutement par simulation, le passé professionnel peut aider aussi à réaliser certains actes. Mais est-ce que vous faites des actions précises pour favoriser l'embauche des personnes, des seniors en Guadeloupe? Alors, on a parlé du pacte pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, vous avez dû entendre qu'on met en place le plan 500 000. Donc, il y a un plan gouvernemental qui est piloté par le conseil régional en partenariat donc, notamment avec Pôle emploi. L'idée, c'est de vraiment aujourd'hui permettre à la Guadeloupe d'avoir un niveau de formation et d'avoir un volume de formation important pour répondre aux besoins de toutes les entreprises. On a aujourd'hui, dans le cadre de ce plan 500 000, 8 700 formations pour la Guadeloupe en 2016. L'objectif est de vraiment les utiliser au mieux pour un retour à l'emploi ou enlever des frais à l'emploi des demandeurs d'emploi. Tout ça pour aujourd'hui, effectivement, aider. Vous avez parlé tout à l'heure du chômage élevé des jeunes, mais globalement, le chômage de la Guadeloupe est important. Donc, comment, avec ces formations, on fait en sorte d'aider les personnes à retourner vers l'emploi? Et concernant le débat sur les indemnisations, où en est-on aujourd'hui? Alors, vous savez qu'habituellement, la Convention d'assurance chômage est revue. Donc, aujourd'hui, nous, on met en œuvre, parce que c'est un travail entre les partenaires sociaux et l'État. Il y en a une qui va être en cours de négociation suite à l'évolution de la dernière. Donc, nous, on attend le retour des partenaires sociaux et enfin de l'ensemble des partenaires qui travaillent sur la Convention d'assurance chômage. Et derrière, on mettra en œuvre en fonction des évolutions ou non de la Convention. Stéphane Jules, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le 4 mai dernier, les douaniers interceptaient un voilier au large de la Guadeloupe, à son bord un couple d'Italiens et leurs marchandises, 588 kilos de cocaïne. La drogue ainsi que les trafiquants présumés ont été amenés à Fort-de-France et remis à l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants. On regarde ensemble les précisions de Guy Raphaël René. En provenance de la Colombie, l'Aldabra avait mis le cap sur l'Italie quand il a été intercepté le 4 mai au large de la Guadeloupe. 2 jours plus tôt, les services de l'État avaient déjà été alertés à propos d'un transport d'une importante quantité de stupéfiants en provenance d'Amérique du Sud. À partir de ce renseignement, on savait qu'à bord de ce voilier, il y avait une présomption forte de transport de cocaïne. On a monté une opération
On a choisi les moyens de la douane, ça aurait pu être la marine, mais on a choisi les moyens de la douane qui étaient totalement adaptés à cette opération. Et l'interception s'est conduite à une 50aine de milles à l'ouest de la Guadeloupe avec 2 vedettes et un hélicoptère. Une opération qui s'est effectuée grâce à une large concertation entre les différents services de l'État, mais aussi grâce à la coopération internationale. 9 fois sur 10 sont des opérations qui sont finalement, qui mettent en cause des acteurs des différentes nationalités. Donc là, en l'occurrence, le navire, le voilier, battait un pavillon de Sint Maartens, la partie hollandaise donc de Saint-Martin. Donc il a fallu rechercher les accords diplomatiques auprès de ces autorités pour faire un contrôle à bord, qu'on a eu très rapidement. Voilà, donc on est bien dans quelque chose d'international. Et j'irai même plus loin, même dans l'obtention du renseignement, ce sont des processus qui sont très multinationaux. Voilà. La cargaison de 588 kilos de cocaïne et un couple d'Italiens, un homme de 47 ans et une femme de 39, ont été remis à l'antenne OCRTIS afin de poursuivre la phase judiciaire de l'opération. Ces 2 individus ont été hier après-midi, donc le 9 mai, présentés à la section anti-criminalité organisée du parquet de Fort-de-France, puis à un juge d'instruction spécialisé et placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Et du coup, ça veut dire qu'ils seront jugés ici et pas en Italie? A priori, sauf si l'Italie venait à réclamer leur remise parce qu'ils auraient une enquête en cours. Pour l'instant, cette enquête, elle est chez nous, elle a été ouverte chez nous. Depuis le début de l'année 2016, au total, 3300 kilos de drogue, dont 825 de cocaïne et 2500 de cannabis ont été saisis dans le cadre de 9 opérations similaires. Situation électrique en Guyane depuis quelques mois concernant la construction d'un nouveau cimetière communal à côté d'un terrain de football spontané à Remire-Montjoly. Le préfet a dû se rendre sur place pour calmer les tensions. On regarde le reportage de Mia Pierre. Même si on mettait 2 ans à faire cet équipement, je veux dire, les gens peuvent continuer à jouer au foot ici. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans le truc. On a le temps, on peut faire les choses bien et on peut le faire ensemble. Ce sont les paroles du préfet Martin Gégeur en visite ce mardi à la cité arc-en-ciel de Remire-Montjoly. Le préfet endosse le rôle de médiateur entre le maire et les habitants de la cité. Des habitants qui craignaient de voir disparaître leur terrain de football au profit d'un cimetière paysager. Les choses sont assez simples finalement. Il y a un cimetière qui respecte pour le moment l'emplacement du terrain de football. Et ce cimetière, il peut fonctionner pendant 2 ou 3 ans sans qu'on ait besoin de toucher au terrain de football. Donc il faut arrêter de dire qu'on va supprimer le terrain de football du jour au lendemain. Et puis il y a le terrain que nous venons de visiter qui peut devenir un très beau terrain de sport avec une maison de quartier qui permettra les activités des jeunes et des moins jeunes. Et cet ensemble de bâtiments, il va se faire dans l'année, je pense, j'en suis quasiment sûr. Hein. Il faut simplement que nous vérifions un certain nombre de choses, d'autorisation, de vérifier les écoulements pour ne pas inonder les terrains qui sont en dessous. Et puis une fois que c'est fait, le maire aura les moyens et je m'assurerai qu'il aura les moyens pour travailler. Le préfet a ramené le calme dans les esprits. Le maire a promis aux riverains un nouveau plateau sportif. Ils n'auront qu'à traverser la rue, mais ils devront patienter le temps d'élaborer le projet. Les projets pour pouvoir installer ces cimetières, ce stade ici, eh bien, ont été proposés à la population. Et ce sont eux-mêmes qui ont choisi que ce soit installé ici. Si nous ne l'avons pas encore fait, c'est tout simplement, vous voyez, parce que monsieur le préfet expliquait qu'il y avait un certain nombre de difficultés qu'il fallait aplanir. Maintenant qu'avec son aide, nous allons pouvoir les aplanir, nous allons pouvoir mettre en chantier ce terrain de football, avec les annexes qui sont prévues, le terrain de volley-ball et aussi la maison de quartier. Bien qu'il n'était pas convié à cette visite, le représentant des habitants de la cité arc-en-ciel s'est dit satisfait des propositions faites. Nous sortons satisfaits parce que à partir de là, nous savons concrètement que nous avons un projet viable. Ce n'est pas nous vendre des rêves et comme la dernière réunion que nous étions sortis, on va dire, sans aucune réponse définie. On n'a jamais été contre le cimetière. On a été contre l'emplacement initial
en sachant que c'est un lieu de vie, le terrain de football. Alors c'est le seul pour l'instant qu'on a dans la cité. Alors c'était inimaginable de ne plus l'avoir. Dans les prochains jours, une réunion de conciliation entre le maire, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les riverains devrait se tenir. Autre colère, celle des agents de la ville de Bémao et de Capesterre-Belle-Eau, affiliés à l'UT-UGTG. Ils sont en grève depuis ce matin, en grève illimitée. Ils demandent la mise en place d'une rencontre pour débattre des points de revendication. Le point avec Karen Diamin. Mobilisés depuis le 2 mai dernier, les agents de la commune de Capesterre-Belle-Eau dénoncent le non-respect d'anciens protocoles d'accord ainsi qu'une gestion hasardeuse des affaires communales. Depuis 2011, nous signons un protocole d'accord avec la commune de Capesterre pour permettre à ce que les biens évoluer. À défaut de régler les biens difficilement, nous rendons compte qu'il y a favorisé les amis, les alliés, les familles dans la mairie là. Et les travailleurs qui nous ont posé des revendications pour eux, ils ont pratiquement laissé pour compte. Depuis le 22 mai 2015, nous signons un protocole d'accord concernant le travail à la caisse d'école à 28 heures. Il était question que le 1er janvier 2016, qu'il était régulariser la situation parce que sinon un protocole d'accord avec nous dans ce sens-là. Et malheureusement, à défaut de ça, nous nous rendons compte qu'il y a mettre en place un audit pour que ça permette à d'après fusionner commune, caisse d'école et CCAS. On est en service technique à Capesterre, pas même nous vestiaire pour que les gens puissent habiller, déshabiller. On n'a pas que voiture qui on a l'impression qu'on a un casque là qui est hors d'usage et ces véhicules-là stockés en dedans là, accompagnés avec des carrosses. Nous avons posé la question pourquoi la commune a dans l'état aussi d'élaboration. Et si vous regardez dans cette technique, vous voyez, c'est vraiment lamentable de service à ça. Prévu ce matin au CECAS de la ville, les négociations n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'absence du chef d'édilité. Du côté de Bémao, les choses sont tout autres puisque les négociations concernant les 13 points de revendication sont en cours. Et si nous la jouons là, c'est parce qu'il y a un blocage sur l'action sociale, pas ni point mesure sur l'action sociale qui est à Bémao, sauf que ticket restaurant. Et l'action sociale, ce n'est pas que ticket restaurant. Il y a une série de propositions que l'autorité doit faire à aller travailler et pas qu'à faire incident. Et donc, sur les tickets restaurants, effectivement, ni la mise en place des tickets restaurants incident depuis en 2006, 7 tickets à 12 €. Et je dois nous commander augmenter les tickets, mais ça qui est valable pour l'ensemble des collectivités de Guadeloupe. À partir de aujourd'hui, nous avons dit toute Guadeloupe, faire toute collectivité ni tickets restaurants à 20 tickets, minimum 20 tickets et à 8 €. Nous ne pouvons pas aller plus bas, nous ne pouvons pas accepter plus bas à dans une collectivité. Donc, incident, nous avons fait des avancées sur le régime indemnitaire. Nous sommes aussi bloqués sur l'intégration, la nomination des agents qui réussissent examen et concours. Donc, il a fait. Et nous avons avancé. Nous avons pensé que bon, éventuellement, ils demandent nous en coupure, certainement, puis ils réfléchissent, puisque nous entrons dans l'action sociale éveil directement au souhait là, et nous allons attendre pour nous voir si effectivement qu'il y a avancé. Et nous là, nous avons dit de toute façon, ce n'est qu'un accord de fin de conflit qui est levé grève là. Au vu de l'actualité sociale de ces derniers jours, les conflits de Capesterre-Belle-Eau et de Bémao en appellent d'autres. Restez avec nous dans un instant. Les livres comme une bouffée d'oxygène pour les personnes âgées à l'EHPAD de Gourbert. Et puis nous verrons comment manger équilibré à petit prix avec les spécialistes invités par la Banque alimentaire de la Guadeloupe. Beaucoup feront leur déclaration d'impôt pour la première fois sur Internet. Pour vous aider à bien remplir ces formulaires en ligne, le CRIJ a proposé une séance d'accompagnement à la déclaration sur Internet. Reportage Bénédicte Jourdier. Une fois que vous êtes dans votre espace là, et on vous demande si vous n'avez pas, quand vous n'avez pas de mot de passe, vous cliquez donc créer mon mot de passe, d'accord? Xavier Caléja, contrôleur principal aux finances publiques, accompagne les Guadeloupéens dans la déclaration en ligne. Un soutien bienvenu pour Carole qui se connecte pour la première fois sur le site des impôts. Ça s'est très bien passé. Il a très bien expliqué le monsieur et puis finalement c'est plus simple que je ne le pensais. Plus simple que prévu, c'est à chaque fois le constat que dresse ce contrôleur qui est là surtout pour rassurer. Ils ont un peu peur de l'outil informatique, ils ne savent pas trop comment faire. C'est surtout pour les rassurer, essentiellement par rapport à l'outil informatique, qu'ils connaissent généralement, mais bon, les impôts font toujours un peu peur alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, alors on les rassure, on les guide plus facilement pour qu'ils soient plus rassurés par rapport à ces déclarations. Et de toute façon, on explique aux gens aussi que pour les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas d'Internet,
continuera le système papier. C'est la deuxième édition de cette journée d'accompagnement initiée par le Centre régional de l'information jeunesse. Et en plus de cette matinée, chaque mercredi et vendredi, le CRIJ met à disposition gratuitement ses ordinateurs. Ce sont de très bons conseils pour ne pas trop se tromper dans ce qu'on fait en ligne. Et toutes les informations sont importantes et il faut bien suivre toutes les instructions. Les télédéclarants ont jusqu'au 7 juin à minuit pour effectuer leur télédéclaration. Ce matin, le maire du Lamentin dévoilait le futur complexe sportif de la commune. Il a réuni professeurs, syndicats et les clubs sportifs, tous satisfaits d'être enfin consultés. Déplacer le terrain de sport qui est en haut, horizontalement. Voilà. Un terrain de football, de basket, de beach-volley, une piscine. Ce matin, la mairie du Lamentin présentait le futur complexe sportif. Un projet plus qu'attendu par les professeurs d'éducation sportive qui ne donnent plus de cours sur le terrain depuis 4 mois. En EPS, on garde actuellement toujours des élèves en salle parce qu'on ne peut pas leur permettre de travailler sur un site sécurisé. Tout l'enjeu est donc de faire entendre les besoins, les attentes, pour que la future structure soit complètement fonctionnelle. Donc, un beau projet, par contre, il y a vraiment des choses qui me choquent. Alors, je suis satisfaite parce que déjà, on a un projet qui nous est proposé et où on a encore des discussions sur quelques points. Après, voilà, au niveau de l'utilisation, nous, on ne s'y projette pas encore parce que il nous manque des espaces de vestiaire, des points d'ombre, des espaces de points d'eau. Des demandes très techniques, parfois rétorquées à coups d'arguments financiers, mais l'ensemble a en tout cas été écouté. La concertation nous a fait nous rendre compte d'un certain nombre de demandes de la part des usagers, conseil général par le biais du collège et conseil régional par le biais du lycée, également le club sportif qui utilise régulièrement le terrain, le complexe de Blachon notamment, particulièrement le stade d'Amantinois. Donc par rapport à cela, nous avons bien noté en tant que techniciens les avis de ces futurs utilisateurs et nous allons tâcher de les prendre en compte dans l'évolution des travaux qui sont en cours de réalisation en ce moment. Coût des travaux, 600 000 € financés principalement par la ville. Effectivement, la ville et l'État. Donc on peut regretter effectivement que nous n'ayons pas de financement des autres collectivités, mais cela viendra sur le projet gymnase. Une organisation budgétaire critiquée par le syndicat SNEP-FSU. Il est totalement anormal que le département arrive sans un sou dans les poches, sans rien proposer, alors que même la commune ne cesse de faire des économies au département sur ce chapitre. Satisfait de cette première concertation, Éric Fischer a tenu à remercier cette commune. Vous êtes la première commune à proposer de la concertation. Donc déjà, on vous félicite énormément. C'est le premier maire qui réunit des acteurs, tous les acteurs pour un même site. C'est la première fois, et c'est ce qui a été dénoncé depuis très très longtemps par notre syndicat, mais aussi par l'association des élus en charge des sports, et aussi par un tas d'utilisateurs, y compris le Crossgois le dénonçait. Donc vive la concertation, enfin on y arrive, et enfin ça débouche sur des propositions concrètes qui sont entendues. Des réunions techniques ont été promises, les principaux intéressés attendent le calendrier avant la pose de la première pierre, prévue le 19 mai prochain. Le livre peut être un allié de choix pour se faire plaisir et bien vieillir. À l'EHPAD Les Flamboyants de Gourbert, les pensionnaires reçoivent tous les mois une sélection d'ouvrages à lire, un moment de détente et d'évasion. Karen Diam. Aussi, je prends ma horte. Une fois par mois, les résidents de l'EHPAD Les Flamboyants de Gourbert reçoivent la visite des animatrices de la médiathèque de Basse-Terre. Nora est l'une d'entre elles. Son rôle, éveiller les résidents. Je choisis des histoires qui vont quand même jouer sur leur mémoire et des histoires d'antan, des histoires qu'ils ne connaissent pas. Et en fonction des histoires, j'essaie d'accentuer l'accent, le terme avec eux pour essayer de mimer l'histoire pour qu'ils puissent partager avec moi en fait. Tout le monde participe, ils ont tous leur point de vue à donner et voilà. Âgée de 79 ans, Madame Feltre adore ces moments de détente et de loisirs et n'hésite pas à y participer. C'est pas ça du coup j'aime pas lire, mais quand je lis, je m'endors un moment. Je me sommeille. Les contes que la dame
raconter, ça m'a plu beaucoup. Et c'est pourquoi je répondais de temps en temps. Madame Saurette, elle, âgée de 94 ans, apprécie l'atelier et ses multiples échanges, mais préfère s'adonner à sa passion première, la lecture. La dernière fois, j'ai pris 2 livres, Madame de Staël et Laure de Sobrigno. Et ces 2 livres m'ont beaucoup intéressée. Et j'ai pu les lire facilement parce qu'ils étaient écrits en caractère gras. Et je suis revenue et là j'ai pris bien sûr 2 livres et j'ai pris aussi un livre de contes. À l'initiative de la CASBT, il s'agit là d'une action appliquée à l'ensemble des EHPAD du Sud-Basse-Terre. Objectif, favoriser le lien social. Ces journées de lecture s'organisent dans le cadre de projets que nous avons mis en place avec les différentes EHPAD du Sud-Basse-Terre qui permet de créer des liens et de favoriser un échange avec les personnes âgées. Débuté il y a 3 mois, ce projet intergénérationnel semble avoir trouvé sa place dans le quotidien des résidents. Il est vrai que depuis l'année dernière, la médiathèque de Basse-Terre, par sa représentante, Madame Georges, nous a proposé cet atelier de lecture qui nous convient tout à fait puisque nous avons plusieurs résidents qui sont alités. Nous avons plusieurs résidents alités, donc ce programme nous correspondait tout à fait. De moi, mon Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Comment manger équilibré et à petit prix? La Banque alimentaire de la Guadeloupe organise un peu partout dans l'archipel des ateliers de formation où les spécialistes de la nutrition et de la santé dispensent leurs recommandations et leurs astuces. Nathalie Dinan et Patrick Curie ont pris note. Inutile de se ruiner pour bien manger. Il faut adopter de bonnes pratiques et faire preuve d'astuces. Différents intervenants l'ont démontré lors du séminaire sur l'équilibre alimentaire et budgétaire organisé par la Banque alimentaire ce matin. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Alors, le premier conseil que je leur donne, c'est vraiment de faire la différence entre les aliments plaisir et les aliments santé. Parce qu'on est vraiment ce qu'on mange. Et si on apporte à notre corps que des aliments qui, nutritivement parlant, sont pauvres, on ne pourra pas lui demander des exploits après et on sera forcément malade. Donc, c'est vraiment la première chose, faire la différence entre un aliment plaisir, exemple le pain au chocolat, et un aliment santé, exemple du pain complet avec du jambon. De nouvelles habitudes à prendre, souvent occultées par le manque de moyens. Ça veut dire qu'on va donc cibler ses achats. On va donc adapter ses dépenses aux moyens qu'on a. Donc pour pouvoir bien manger avec peu de moyens, la première démarche, ça va être de savoir précisément qu'est-ce qui est nécessaire de bien manger pour bien se porter. Et ensuite, quelle est la part qu'on peut consacrer raisonnablement, la part de son budget, à l'achat des denrées alimentaires. Les familles ne demandent qu'à être accompagnées, c'est-à-dire qu'elles demandent à être conseillées, à être bien informées, mieux informées, de façon à pouvoir être plus autonomes et prendre en main cet aspect de leur vie. La formation englobe les bonnes pratiques, l'équilibre alimentaire et budgétaire et renseigne sur l'apport énergétique de chaque aliment. Les produits locaux, en termes nutritionnels, pour très peu de produits, on a beaucoup de richesses. Je donne un exemple, entre une pomme et cerise pays, ou une pomme et une mangue, ou une pomme et un fruit d'ici, il n'y a pas photo. Voilà. Donc autant privilégier nos produits locaux et surtout mettre des racines dans son alimentation quand on peut et des pois. En général, les personnes mangent riz et pâtes. La Banque alimentaire tire un bilan plus que positif de cette série de formations. Il y a quelque temps, les gens n'oseraient pas parler, venir à des réunions parce qu'ils sentiraient que leur intimité est dévoilée. Maintenant, les gens ont confiance et on leur fait aussi des ateliers de cuisine, par exemple, pour leur montrer avec les quelques éléments ce que nous avons de l'Europe, ce que nous ramassons des collectes et ce qu'on peut acheter dans la boutique du coin, on peut combiner et faire une alimentation équilibrée avec peu de moyens. Le but principal, c'est d'aider les gens à maîtriser mieux pour se réinsérer dans la société. Même si le public ciblé est en situation de précarité, ces formations sont ouvertes à tous. La prochaine a lieu le 12 mai à Morne-à-l'Eau.
À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Faites des réserves d'eau si vous habitez dans certains quartiers des Abîmes, notamment à Bois-Ripeau, Bois-Vin, Le Bourg, Dotemar, 4 chemins. Et ces quartiers subiront des coupures d'eau demain dans la matinée avec un retour à la normale prévu jeudi en fin d'après-midi. Et puis le quartier de Bazin aux Abîmes sera privé d'électricité dans la matinée, ainsi que les habitants de Bois, David, à Saint-François, de 8h à midi. Et puis si vous êtes au collège ou au lycée et êtes passionné de photos, la préfecture de la Guadeloupe organise un concours sur le thème de la prévention routière. Les inscriptions seront ouvertes dès le 26 mai. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.